Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence. Donc on va vous parler aujourd'hui de notre retour d'expérience sur le passage du monolithe, enfin du modèle du monolithe, à des microservices. Alors chez Criteo, on ne fait pas dans le micro, mais on va vous expliquer un petit peu le découpage qui s'est passé. Et surtout, focus aujourd'hui sur le contexte. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre des confs sur le BDD ou comment on découpe et c'est quoi les contraintes et tout ça, mais plutôt qu'est-ce qui se passe tout autour de cette dynamique-là et les problèmes qu'on peut rencontrer quand on passe de une dizaine d'applis à 450, quoi. Parce que ça ne se fait pas tout seul, surtout à l'échelle. Alors, en deux mots... Clac. Non. En deux mots, je suis Nicolas Leringer, j'ai passé 7 ans chez Mappy.com à travailler autour de techno plutôt Microsoft. J'ai fondé après un cabinet de conseil en technologie avec un pote qui avait fait un grand bout chez Mappy aussi. On a travaillé plutôt dans le domaine du libre, en faisant du Java, du Groovy, du Debian et du Postgres. Et depuis 4 ans et demi, je suis chez Criteo. Je suis rentré en tant que coordinateur de projet et aujourd'hui, je suis VP Engineering en charge de l'infrastructure logicielle. Alors, je vais prendre juste 2 secondes. Qui ne connaît pas Criteo dans la salle? Pas si mal. Alors, un petit peu. Hein, un petit peu. Un petit peu. Nous sommes une société française fondée en 2005 et nous faisons de l'amélioration ou de la personnification de ciblage publicitaire. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir des pubs plus intéressantes, moins connes, je l'ai dit, pour les gens, et plus performantes pour les advertisers. Donc quelque part, c'est un peu win-win, et on essaye de le pour faire. tout le monde. Ouais, c'est ça. Et on finance beaucoup de sites qui sinon ne seraient pas gratuits comme ça. Moi, je suis Pierre Grimaud. J'ai commencé ma carrière dans la Silicon Valley sur des technologies de pointe. Ouais. Alors vous rigolez, mais à l'époque, c'était des technologies de pointe. On se parle pointe. des années 2000. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Ensuite, je suis revenu en France, travailler un peu dans la finance, des technologies de pointe. De pointe, voilà, même. Voilà. On sent une tendance quand même déjà chez Darty, des technologies. Ok. Et ensuite, je suis arrivé chez Criteo en 2012. Pour le coup, sur des technologies de pointe. Il y a une rupture quand même dans les technologies, je ne sais pas si vous voyez. C'était plutôt pas mal. Alors, l'année dernière, j'avais fait une présentation sur l'historique de la démarche DevOps chez Criteo et son incarnation dans un groupe qui s'appelle SRE, qui était très similaire, qui suit des principes édictés dans le livre de Google. Et j'avais mis ce slide, pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez. J'avais dit rapidement, à un moment, on s'est trouvé bloqué dans notre release. On a eu vraiment un trimestre entier où, alors peut-être pas toutes les applications, mais un gros nombre, et parmi les plus importantes, donc celles qui prennent le trafic de Internet pour répondre à des demandes d'enchères de publicité, où on a été incapable de releaser en production. Donc pendant un quarter, ça fait partie des choses quand même un petit peu compliquées. Donc cette année, je reviens avec Pierre, qui est plutôt sur la partie software, et on va vous expliquer un petit peu les challenges qu'on a eus pour se sortir de ce bourbier. Alors, une première question, c'est comment on en est arrivé là? Comment on s'est mis dans cette galère sans nom? Criteo, comme je l'ai dit, ça a été fondé en 2005. On est en 2013, début 2013, et la boîte marche super bien, à tel point qu'elle sera introduite en bourse en octobre 2013. Donc pendant 8 ans, la boîte a fait un truc intelligent, c'est qu'elle s'est concentrée sur sa création de valeur. Et pour faire sa création de valeur, on a fait du code, voire beaucoup de code. À l'époque, c'est 17 millions de lignes de C#. Donc ça représente déjà un beau bébé. Par contre, il y a eu une accumulation de dettes techniques, en particulier sur on n'a pas découpé les choses. Et quand je dis on n'a pas découpé les choses, c'est on a fait des gros applis qui servent à faire répondre aux appels d'enchères en temps réel, afficher la pub, prendre les clics.
et puis toutes les libres, on les a mis dans le même runtime. Et cette dette technique... C'est l'apparition des coquillettes. Non, des spaghettis. Ah oui, alors on est en plein spaghetti, c'est-à-dire qu'on a mis des belles couches de spaghetti, puis on a touillé, ça fait des nœuds, un peu de sauce par-dessus, ça glisse pas bien. Et c'est vraiment ce focus-là. Donc c'est pas quelque chose de mauvais pour l'entreprise, puisqu'on crée de la valeur dans la phase startup. Mais par contre, effectivement, à un moment, ça devient un problème à tel point que on est bloqué. On se retrouve donc en 2013 dans une situation qui est étrange, c'est-à-dire que nos applications sont devenues nos ennemis. Je m'explique. C'est l'horreur de réaliser chez Criteo. Tout se fait à la main, déjà. Il n'y a aucun outil pour nous aider à réaliser. On copie des DLL sur les serveurs de prod. Les serveurs mettent des dizaines de minutes à démarrer, à précharger des milliers de choses, parce qu'il faut répondre très vite, donc il faut précharger évidemment beaucoup de choses en RAM. On fait un rollback toutes les 2 releases, à peu près. Les investigations sur le rollback sont absolument dantesques parce qu'il y a tellement de code qui est dans l'application que c'est évidemment l'équipe qui est en charge de faire la release qui commence à investiguer, et le problème est jamais chez elle. Le problème est toujours dans une DLL, une des milliers de DLL qu'on avait à l'époque. Et il y en a une en particulier qui est bloquée complètement pendant plus de 4 mois, qui s'appelle CAS, Criteo Ad Server. Imaginez le nombre de choses qu'il y a dans Criteo Ad Server quand ta boîte, le seul boulot qu'elle fait, c'est de la pub, quoi. Voilà. C'est le serveur qui sert les pubs. Et qui n'a pas bougé pendant 4 mois. Alors, le mode super-héros, ça marche. Le mode héroïque, hein, c'est ça qu'on dit. Donc, on a un héros, on le nomme. Le mec a passé 3 mois à essayer de réaliser cette appli. Il y est arrivé. Voilà, on l'applaudit. Et puis, voilà. Moi, je venais d'arriver chez Criteo. J'ai hérité de l'appli juste après. On sent quand même qu'il y a un petit problème et qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça pendant très, très, très longtemps. Alors, ce qui est bizarre, c'est que malgré le côté accumulation de dettes techniques, la boîte a bien fait son virage sur les méthodes agiles, sur juste ce qu'il faut de Scrum, mais pas trop, sur la taille des équipes où on peut manger une pizza ensemble, donc on se connaît, on est agile, ça, sur la définition de scope, puisque chaque équipe a une librairie ou quelque chose de borné pour travailler. Chaque équipe a même son repo Git. À elle. C'est récent, 1 an avant, tout le code était dans un gros repo Subversion. On avait dit qu'on ne le disait pas, ça. Pardon. Ah oui. Donc à ce moment-là, les équipes ont chacune leur autonomie pour faire du code. Et elles en font du code, genre beaucoup de code. Et l'un des éléments vraiment déclencheurs de la phase où ça ne relise pas, c'est que pour la période de Noël, des fêtes, Black Friday de 2012, pour éviter que quelque chose ne casse, on a fait un énorme freeze de 3 mois. Et donc des devs qui ne peuvent pas reliser pendant 3 mois, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font du code. Ils font des bugs. Et puis à un moment, le freeze s'arrête, parce qu'à un moment, il faut quand même faire des choses. Et vous savez quoi, les gars ? On a 120 gars là, ils ont fait du code pendant 3 mois et il faut le mettre en prod. Ça s'est pas bien passé du tout. Et l'ambiance, en plus, dans les équipes, était pas bon. Non. Le sentiment, alors on avait beaucoup d'équipes qui étaient relativement petites, donc c'est agréable de travailler de cette façon-là, parce que le scope est quand même mesurable et chaque élément de l'équipe peut maîtriser son scope. Malheureusement, tout le monde a l'impression d'être dans une des petites pièces qui sont sur l'écran là. On a un peu l'impression d'être tous en prison. Il y a 2 types d'équipes à ce moment-là chez Criteo. Il y a les équipes qui maintiennent ce qu'on appelle les TLA, les Top Level Applications. C'est les gros monolithes dont on parle, hein, qui tournent en prod et qui reçoivent des requêtes d'Internet et qui doivent y répondre vite. Et puis, il y a un autre type d'équipe, c'est l'équipe qui fait des DLL, qui fait une librairie, qui va être utilisée dans une de ces TLA, dans le même runtime. Et cette équipe, elle ne s'occupe pas de faire des releases. Pourquoi les 2 se sont en prison ? Parce que les premiers, ceux qui sont en charge de réaliser des TLA, ils savent très bien qu'il y a une release sur 2 qui va se terminer par un rollback et qu'il va s'en suivre une investigation pénible, douloureuse, longue et désagréable. Et en plus, ils n'arrêtent pas de se faire harceler par les autres équipes qui sont dans une prison un peu différente. C'est-à-dire qu'eux, ils font de la feature, ils travaillent avec product, ils développent des nouveaux trucs qui sont géniaux, des nouveaux algos qui vont faire plein d'argent, et que les équipes qui ont été là sont incapables de réaliser. C'est très frustrant dans les 2 sens. Du coup, il y a une personne chez nous qui a une très bonne idée, et qui nous dit, OK, là, pour l'instant, on release le head de tout le monde. C'est-à-dire au moment où on release, on compile tout.
sur le PC du développeur qui veut réaliser. C'est pas ça non plus. Et on met en production. On se dit, ok, mais du coup, on n'a pas le temps de tester les bugs. Des fois, on commit des trucs qu'on ne devrait pas. Donc, développer aide, c'est pas bon. Donc, on va faire des librairies. Alors, on va en faire plein. Chaque équipe va faire ce qu'on appelle un nugget en C#. C'est l'équivalent d'un jar. On va dire, voilà, une DLL. C'est un petit package qui va pouvoir versionner avec des versions mineures, des versions majeures, des breaking change, des non-breaking change, etc. Et les équipes qui utilisent ces services-là, du coup, on va essayer de créer un marché libre un peu à la GitHub où chacun essaie de vendre sa librairie et essaie d'être meilleur que la librairie du voisin. Ordre de grandeur, on a entre 5 et 10 TLA et on a plus de 1000 DLL. Donc, il y a vraiment quelques équipes qui sont chargées de débugger le code de tout le monde. Donc, cette espèce de marché libre qu'on essaye de créer, en fait, ça ne marche pas. Pour une simple raison, c'est que toutes les DLL qu'on crée, elles sont super spécifiques en termes de métier. Et donc, du coup, elles n'ont aucun concurrent. Du coup, les TLA n'ont pas plus le choix qu'avant de savoir quelles DLL elles vont utiliser. Et ceux qui fournissent les DLL n'ont pas plus la concurrence du marché sur le dos, parce que de toute façon, il n'y a personne d'autre qui sait choisir une bannière que l'appli qui s'appelle Arbitrage. Alors, sur les DLL métiers, il me semble que c'était vrai. Combien il y avait de DLL pour loguer des choses à l'époque chez Criteo ? Donc, voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un truc qui est positif pour les owners de TLA, les équipes qui vont faire les releases, c'est qu'elles ne sont plus obligées de réaliser le tout nouveau code new and shiny de toutes les autres équipes. Elles peuvent décider de rester à la version d'avant. Voilà. Donc elles sont sorties de l'embarras, mais il n'y a plus de features qui partent en prod. Parce qu'on ne upgrade plus rien. Et upgrader, c'est synonyme de rentrer des bugs. Bon, alors il y a tout ce système-là, il ne marche pas en fait. Mais il y a une prise de conscience quand même qui est globale. Il va falloir que, les gros monolithes qui embarquent 1000 DLL, il va falloir les découper, il va falloir les couper en services. Et la prise de conscience, c'est quand même vraiment global. Tout le monde en est convaincu. C'est juste que tout le monde a des roadmaps super chargés, donc c'est compliqué de faire la part des choses. Donc la première question qu'on se pose, c'est, alors, on va faire des services, c'est cool, c'est quoi la bonne taille pour des services ? Alors déjà, on a une indication, c'est que nous, on a des trucs énormes et que ça marche pas. Donc, a priori, la bonne taille, c'est plus petit. C'est bien d'avoir une borne haute, déjà. Un peu haute, quand même. Elle est un peu haute. Ensuite, la question, c'est où est-ce qu'on s'arrête ? Micro, nano, ultra nano, comme les cartes flash. Moi, les cartes flash, maintenant, c'est sur mon ongle. Et donc, c'est sympa parce qu'effectivement, petite empreinte de code, facile à réaliser, facile à à manipuler, mais bon, ça peut poser certains problèmes. Plus petit, c'est plus facile à coder, c'est plus facile à tester, c'est plus facile à mettre en prod, c'est plus facile à définir le comportement pour vérifier que la mise en prod ne perd rien. La question, c'est on s'arrête où ? On fait un service par fonction du code, et on relise ça, et on passe son temps à reliser des tonnes de trucs, à vérifier les interactions. Parce que faire petit quand on a beaucoup de code, ça fait une nuée de services qu'il va falloir apprendre à gérer, qui n'était vraiment pas la culture. Chez Criteo, comme on dit, on a l'habitude de faire bien à l'échelle, et on faisait très bien sur des gros pools de un service, 500 machines. Ouais, nickel. On avait une service discovery pour trouver les choses dans ce bazar-là qui était très efficace sur la partie connexion de base de données, mise à jour, reload, qui était très adhérente au monde C# en particulier. Sauf que, comme je le disais, on est passé de quelques applis à 450, et donc ça posait un certain nombre de problèmes. Enfin, de problématiques plus que de problèmes. La première problématique, c'est qu'il faut apprendre à les héberger. Parce que si effectivement vous avez l'habitude de reliser 10 applis dans des gros pools, qu'est-ce que ça veut dire de se mettre dans une dynamique ? Alors clairement qui n'est pas finie aujourd'hui, puisqu'on n'a pas tout migré dans ce mode-là. On a dégraissé des choses, mais on a continué à reliser dans l'ancien mode. Mais on s'est doté d'une capacité à héberger des services de façon plus fluide, on va dire, que ce qu'on faisait avant. Et en particulier, on s'appuyait sur Mesos, c'est un choix qu'on a fait il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on a 663 serveurs dans 7 data centers. On
ça nous a permis, alors le couple Mesos, Marathon, Aurora, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a des choses qui permettent de faire des long running jobs, des choses schedulées. Les problèmes qu'on a rencontrés qu'on n'avait pas avant, c'est bien sympa d'avoir plein de petits services qui tournent sur un groupe de machines. Mais nous, comme on est très sensible à la latence, on a eu des problèmes d'isolation réseau. Parce que c'est bien d'avoir X nombre de services sur une machine qui tourne en parallèle et qui se distribue dans la pool. Mais tout d'un coup, quand vous avez ce qu'on appelle un noisy neighbor, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous piquer toute votre bande passante ou qui va faire que vos timings réseau vont augmenter dans un environnement qui n'est pas fait pour ça et qui a des requirements assez durs dessus, eh ben, il faut que le système donne des garanties dessus. Et ça reste un sujet, que ce soit avec Docker, avec Kubernetes, avec Mesos, qui est tout sauf rigolo et qui nécessite non seulement d'avoir la capacité de dev de le faire, mais une approche DevOps, une bonne collaboration pour marcher. Et puis, on a un sujet aussi dans ce cadre-là, qui est, c'est sympa d'avoir plein de services, mais quand ils veulent se causer les uns les autres, il faut répartir la charge, parce que vous n'allez pas faire des mappings 1-1 entre vos services. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra plus tard. On va passer un peu de temps dessus pour vous montrer ce qu'on a fait. Autre problématique, le service discovery. Comme je disais, on avait quelque chose qui était fait en C#. Là, on passe sur plutôt la stack Linux. On fait du Scala, on fait du Groovy, on fait tous les langages qu'on veut, du Python, tout va bien. Et il est évident que quand vous avez 450 services, fois le nombre d'instances de chaque service, vous n'allez pas mettre en dur tel service par là, tel autre et tout ça. Donc vous allez le faire de façon dynamique. Et bien c'est un sujet qui n'est pas facile, parce que le faire de façon dynamique, la gestion des mises à jour, la gestion avec une API, nous on avait quelque chose qui était très code, et on a basculé vers Consul. Consul, ils ont fait un truc hyper intelligent. Ils ont dit, pour gérer un service discovery de nom, on va utiliser un protocole de fou, ça s'appelle DNS. Eh bien, qu'est-ce que c'est bien. Mais monter à l'échelle un service discovery, vous avez 450 services fois le nombre d'instances qui viennent dire il est où machin, il est où machin, il est où machin, et qui gère quand votre machine est down, quand le service est down, les fallbacks et tout ça. C'est un problème qui est compliqué et qui est facile à faire sur 15 serveurs. Sur 650, c'est moins rigolo. Ça reste un service aujourd'hui, la migration vers ça et son bon running qui occupe une équipe de 4 personnes à plein temps chez nous, quoi. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de corpulent. Autre truc, difficulté, les logs, plus d'applis différentes, plus de logs à plein d'endroits différents. Alors là, c'est bien parce qu'il y a des solutions drop-in qui marchent quand même vachement bien et qui, à l'échelle, ça se passe plutôt bien. Elasticsearch, c'est un peu un no-brainer. Alors, on n'a pas utilisé toute la stack parce qu'en particulier, Logstash ne répondait pas à nos impératifs de volumétrie. On a 40 Tera de logs qui débarquent tous les jours de 7 data centers dans le monde pour être indexés, donc ça implique 2-3 trucs. Alors je sais que sur Twitter, là, j'avais vu des messages la semaine dernière où les gens disaient « Oui, rendez-moi mon grep, j'en ai marre des outils qui ne sont pas bien faits pour ça. » Ouais, enfin, 40 Tera avec du grep distribué dans 25 000 serveurs, moi je veux bien, mais ça ne marche pas, quoi. Donc ça, c'est cool. Un problème de résolu. Un truc auquel on ne pense pas, débugger. Tracer à travers 450 services. Ma requête est passée là, elle a parcouru 70 applications différentes. Elle a parcouru 125 serveurs différents. Où est-ce que ça merde? Bon courage. Donc là, il y a des choses qui sont sorties de chez Twitter qui s'appellent Zimkin, qu'on a mis en place chez nous. Un truc tout bête, pour que ça fonctionne, il faut que vos horloges soient bien synchronisées sur vos serveurs. Ça vous semble évident, vous dites, mais non, mais ça c'est géré, machin et tout ça. Non, c'est un problème à la con. Alors aujourd'hui, on l'a, c'est plutôt bien déployé chez nous dans notre stack. On a contribué en particulier au module C# pour avoir quelque chose d'homogène, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment tellement multi-techno qu'il faut pouvoir suivre d'un service à l'autre, d'un langage à l'autre, d'un framework à l'autre. Ça reste d'une utilisation très ponctuelle parce que vous l'utilisez quand vous avez des problèmes. Donc bon, voilà, c'est pas un outil du quotidien, mais il y a des fois, ça aide beaucoup. Donc là, je vous ai montré un peu une classe de problème. Puis là, on va passer dans le niveau supérieur ou inférieur de l'enfer, si vous préférez. La pré-prod. Ça a l'air d'être un sujet tout con, mais les environnements de dev, test, qualification, pré-prod, validation, prod, quand vous avez ce nombre-là de services et d'applis, ça devient un enfer. Parce que chaque équipe qui est responsable d'un périmètre, d'un module, veut avoir la pré-prod à jour, stable, avec les bonnes datas, partout, sauf chez elle, où elle se met en version N+1 pour tester. Ben ouais, mais 425 applis, qui a le droit d'être à jour à un moment ou pas?
Et donc, si vous vous retrouvez... Alors, on n'a pas un produit cardinal de 425 applis x 425 applis, mais on a quand même un certain nombre de dépendances. Et si vous voulez stager pour que tout le monde puisse avoir cette capacité, ben, en fait, il faut que vous fassiez une deuxième prod, Voire plus gros. voire plus gros, une autre couche de pré-prod pour que chacun puisse accéder à la pré-prod en prod. Bref, Enfin, on ne fait pas quoi. c'est l'enfer. Donc ça reste un sujet chez Criteo qui est pas vraiment résolu, où on fait des environnements qui sont homogènes, où on donne effectivement les deux couches à tout le monde. Mais faire une pré-prod, par exemple, dans le release des composants ou des jobs Hadoop, quand votre base de données, c'est 140 pétas, j'ai pas l'argent de faire 2 fois 140 pétas, déjà une fois, c'est pas mal. Donc voilà, ça reste quelque chose de compliqué. Alors, les réponses habituelles, c'est de dire, samplez vos datas, faites du sparse, je sais pas quoi et tout. Le problème, c'est que dans nos modèles statistiques et tout ça, ça fait partie des choses qui marchent, mais jusqu'à un certain point. Donc ça peut être vraiment un problème. Donc on a deux choses qui sont en train de se passer là, à ce moment-là, chez Criteo. On a des grosses applications monolithiques qu'on essaye de casser en petits bouts. Et puis, comme je vous disais, il y a une prise de conscience de on ne peut plus continuer à faire des applications monolithiques comme ça, il faut faire des choses plus petites. Donc les nouvelles applications qui sortent, elles partent déjà en mode service. Et c'est bien. Et donc je vais revenir rapidement sur la taille des services. Et je vais vous montrer que ce n'est pas forcément évident. La loi de Conway vous dit que tout naturellement, ce qui va se passer en prod, c'est que vous allez avoir un service indépendant pour chacune des équipes. Si vous avez des équipes de taille raisonnable, la pizza team. Et on a des équipes de taille raisonnable, des pizza team. Alors on se pose quand même une question de se dire, ça va être quoi l'impact de sortir une DLL d'un runtime, de la mettre sur son service, sur son serveur, et qu'on y accède à travers le réseau. On a fait quelques benches entre des inputs qui ne sont pas forcément des contrats qui viennent d'une architecture qui n'était pas bien définie avant. Ça fait des contrats un peu énormes. On transporte un peu trop de données sur le réseau entre les deux services, en tout cas dans un premier temps. On a entre 1 et 2 millisecondes de latence réseau et on a entre 1 et 2 millisecondes de latence de sérialisation, désérialisation. C'est cher. On est C#. Voilà. On part sur du protobuf directement, on ne prend pas sur du JSON. Utile de le préciser. On va voir un exemple précis de comment ça se découpe et le gros monolithe chez Criteo. Petite interlude, comment ça marche RTB. RTB, ça veut dire Real Time Bidding. Donc ici, on a une internaute qui va taper une adresse dans son browser. Son browser va aller sur un site et sur ce site, il y a une iframe qui veut afficher une pub. Cette pub, ça va appeler directement les serveurs de Google, ici dans notre cas, double-clic. Et Google, avec cette requête, il va faire une enchère. Et donc, il va appeler tous ses partenaires, dont Criteo. Et ensuite, tous ses partenaires vont répondre une enchère. Le meilleur gagne. En moins de 100 millisecondes, sinon tu participes. En moins de 100 millisecondes, sinon c'est timeout. Voilà. Et ensuite, double-clic, donc Google va pouvoir renvoyer la bannière dans le navigateur. C'est comme ça que ça marche un réseau RTB. Chez nous, RTB, c'est une application. C'est le plus gros des monolithes qu'on a à cette époque-là. Donc RTB, le but du jeu, c'est d'enchérir. Il y a une enchère publique, il faut que le plus vite possible, on trouve quoi répondre. Pour ça, on a besoin d'un bout de code qui s'appelle arbitrage. Arbitrage, il a connaissance de toutes les campagnes de pubs qui sont en train de tourner. Il va les sélectionner, en filtrer un certain nombre, et puis à la fin, sur celles qui restent, il faut qu'il arrive à trouver combien on va enchérir avec cette campagne. Pour ça, il a besoin d'une librairie qui s'appelle Marketplace. Et Marketplace, son travail, c'est de dire, pour une campagne donnée, combien je vais enchérir. Attends Pierre, là, parce que là, tes petits chiffres, là, attends, tu mets 1000 queries par seconde. On va revenir dessus juste après. Parce que ça a l'air compliqué quand même. J'ai changé le slide depuis la dernière fois. Donc. C'est pour ça. Et donc Marketplace a besoin d'une autre librairie qui s'appelle Prédiction, parce qu'on fait du machine learning. Donc il y a un certain nombre sur une campagne. Pour savoir combien on va bider, il faut qu'on sache quelle est la chance que l'utilisateur clique dessus, quelle est la chance que l'utilisateur clique puis finisse par acheter un produit, quelle est la valeur moyenne que l'utilisateur va acheter comme produit. Enfin, il y a tout un tas de modèles de prédiction qu'il faut appeler. Donc on voit ces 4 équipes différentes, composées toutes de 5 personnes. On est dans la loi de Conway, mais... Je vous assure, c'est pas fait exprès. C'était vraiment des équipes de 5 personnes. Par contre,
les chiffres qui sont en dessous, c'est... Alors, l'ordre de temps de réponse de RTB, c'est 50 millisecondes. Alors, c'est des chiffres à peu près de l'ordre de 1 serveur en prod. Il prend 1000 requêtes par seconde. Il répond environ dans les 50 millisecondes, l'ordre de grandeur. Il y a un petit peu plus d'appels à l'arbitrage parce que de temps en temps, Google nous appelle pour plusieurs emplacements publicitaires. Donc, il faut qu'on appelle plusieurs fois arbitrage. Donc, on a 1500 requêtes par seconde sur arbitrage. Le temps de réponse moyen, c'est 5 millisecondes. Marketplace, là par contre, arbitrage, pour chacune des campagnes qu'il a trouvées, il faut qu'il appelle Marketplace pour savoir combien on va bider pour cette campagne. Et l'ordre de grandeur à peu près, c'est 10 campagnes. Pour choisir la meilleure campagne. Voilà, pour choisir la meilleure campagne. Donc Marketplace, il prend 10 fois plus de requêtes que arbitrage. Donc on est à 15 000 QPS là déjà. Les temps de réponse moyens, c'est 0,2 millisecondes. Et la prédiction, comme je vous ai dit, on utilise du machine learning. On a plusieurs modèles de prédiction. Donc pour une campagne donnée et pour un user donné, quelle est sa probabilité de cliquer, d'acheter, de faire ci, de faire ça, etc. On a une dizaine de modèles de prédiction qui s'enchaînent. On est à 150 000 QPS et ça répond en moyenne en 1 microseconde. On ne va pas faire conway en fait. Parce qu'on ne se sent pas de sortir un service sur un serveur qui est censé répondre en 1 microseconde et qui prend 150 000 requêtes. Ça ne va pas marcher. Donc on va prendre des approches un petit peu plus pragmatiques. On va le voir juste après. Donc je suis désolé pour celui qui a posé la question. C'est quoi la bonne taille? C'est compliqué, ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend de là où on part, ça dépend de est-ce qu'on est en train de construire une appli ou est-ce qu'on est en train de découper un truc legacy, ça dépend de tout un tas de choses. Alors juste une petite remarque, on a des projets qui sont partis dans les dernières années en mode directement microservice. Plutôt côté front, back-office, dans les back-office internes. Externe. Ils sont vraiment partis en micro, quoi. C'est-à-dire que le login des utilisateurs est dans un service à part qu'il faut déployer à part. Ouais, les équipes qui s'en occupent au quotidien, c'est un peu galère, quoi. C'est-à-dire que on a des équipes de 5 personnes qui s'occupaient de 20 services. Donc pour le coup, je vous invite à re-regarder des conférences données, par exemple celle de Cyril et Arnaud avant-hier, sur le BDD, le découpage et tout ça, le domain-driven design pour savoir, ok, c'est quoi les frontières où quand même on garde une certaine cohérence, quoi. Couper pour couper, voilà. Franchement, ça fait mal au bout d'un moment, quoi. Alors, une des premières initiatives qui part chez Criteo, c'est on va commencer par définir des contrats. Il y a une équipe centrale qui fait un petit peu ça dans son coin, qui se dit, tiens, on va écrire des contrats pour arbitrage, on va écrire des contrats pour marketplace, et on va les donner aux équipes et ça va les aider à bootstrapper, le processus de découpage. Ça ne marche pas parce que c'est une équipe centrale qui s'en occupe et c'est mal perçu du côté des équipes parce que ça arrive soit pas au bon moment, soit c'est pas comme ça que dans leur tête, eux, ils avaient eu l'intention de faire le découpage. C'est fait un peu en mode tour d'ivoire et du coup ça prend pas du tout. C'est peut-être une bonne approche, mais en tout cas, nous, on ne l'a pas bien faite. Ça ne s'est pas bien passé. Pas bien passé chez nous. Donc, on avait quelqu'un qui arrivait dans notre équipe qui nous disait, tiens, voilà votre contrat, ça va être super, vous allez pouvoir découper en équipe. Le dev lead le regardait, disait merci. Hop. Poubelle. Et on continue. Alors bon, avec tout ce qu'on vient de vous raconter, on aurait pu tous terminer dépressifs, alcooliques et drogués. Mais comme vous voyez, nous sommes en parfaite santé. Donc, c'est pas exactement... On n'est pas dépressif, alcoolique et drogué. Ok, non mais d'accord. J'en dirai pas plus. C'est marrant parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une équipe qui fait une espèce de table flip en fait. Ils se disent on en a marre. Alors parce que je vous dis, les honneurs de TLA n'upgrade plus les DLL. Mais sauf que la DLL qui est intégrée dans la TLL dépend d'une autre DLL. Et l'honneur de cette DLL n'upgrade pas non plus la DLL du dessous, qui n'upgrade pas la DLL du dessous. Donc, il y a des gens qui, vraiment, n'ont pas vu de trucs réalisés en 6 mois. Quoi. C'est l'horreur. Donc, il y a une équipe qui est tout en bas, qui n'a rien vu se réaliser, et qui a fait son table flip, et qui a dit, OK, nous, on y va. Ils en avaient marre d'attendre des releases. Ils en avaient marre de ne pas pouvoir tester, parce que pour pouvoir tester, ils étaient obligés d'être dans un énorme monolithe. Lancer ça sur un poste de dev, ça prenait des minutes et des minutes, c'était l'horreur. Ils en avaient marre de laisser passer d'énormes bugs, parce qu'eux aussi ils étaient responsables de bugs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas tester, donc c'était horrible. Pendant ce temps-là, il y avait une petite initiative qui a fait un outil qu'on appelait DevHost. C'était un outil pour hoster des services C# sans avoir toute la lourdeur de IIS derrière. Et c'était fait exactement pour faire des services internes. Et ça, cet outil-là, il était prêt, presque prêt.
Et ça se passait super bien. Donc, finalement, ils partent tout seuls dans leur coin, ils se débrouillent, ils demandent des serveurs, ils demandent à l'outil archaïque du moment de gérer ces serveurs pour eux. Comment ça, archaïque? C'était le service Discovery, on était Ouais. avant Consul. Archaïque. Ils se débrouillent tout seuls, ils bricolent. C'est de toute façon, tout le monde aide tout le monde chez Criteo. Il y a vraiment une bonne ambiance là-dessus, donc tout le monde les aide. Et puis ils mettent quelques petits serveurs en prod, ils commencent à balancer un peu de trafic dessus, et puis le truc, ça marche. C'est eux, c'est le petit éléphant. On a l'impression qu'il s'en va du groupe parce qu'il n'est pas content. En fait, c'est vrai. Mais en fait, il va faire quelque chose de vachement bien parce que ensuite, tout le groupe va pouvoir reprendre ce modèle-là. Et ils ont déblayé les pots cassés, en fait. Surtout, un des trucs essentiels qu'ils ont fait, c'est de prendre en charge non seulement leur service, mais aussi la couche cliente de leur service dans les grandes applications. Et donc, en fait, ils étaient inarrêtables parce qu'ils extrayaient la fonction tout en prenant le jump de garantir le fait que ça marchait dans les applications qu'ils réalisaient. Donc, ils étaient autonomes. Et donc, cette dualité de je suis honneur du service, mais je suis aussi honneur des parties clientes dans les gens qui m'appellent, vraiment, ça déverrouille énormément de trucs. Parce que vous voulez changer le contrat, faites-le. Mais ça, l'outillage va être nécessaire d'avoir un outillage très, très puissant pour pouvoir permettre ce genre d'initiative. Alors, on est un petit peu là. Ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est que un nouveau CTO est arrivé. Et honnêtement, on n'était pas bien fiers de ce qu'on avait à montrer à l'époque. Regardez nos chaussures. Et lui, il venait de Google. Et il dit, je comprends pas, ce que vous n'arrivez pas à faire à 100, les gars là-bas, ils arrivent à le faire à plusieurs milliers. Donc ça doit être la méthode qui ne doit pas être bonne, quoi. Et donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, on va casser le modèle. La façon dont vous avez fait, donc, avec vos nuggets, vos librairies et tout ça, ça a apporté de la complexité et ça n'a pas marché parce que l'histoire du on fait comme le libre, on peut choisir, ça n'a pas marché. Et dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout compiler from source, from head. Et là, les gens disent, ça, c'est ce qu'on faisait avant, donc ça ne marchait pas non plus. Il fait, on va le faire, mais on va le faire vraiment. C'est-à-dire qu'on va le faire avec un outillage. Et son discours, c'était de dire, vous avez le choix, pilule bleue, pilule rouge. Le projet s'est appelé Red Pill. Vous pouvez prendre la pilule bleue et rester dans votre monde où ça ne marche pas, et puis quarter après quarter, vous n'avez pas réalisé des trucs, ou on s'y attelle vraiment, on s'outille vraiment, et on se donne les moyens de faire que le modèle marche. Et moi, je l'ai déjà vu marcher. Faites-moi un peu confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que pour rechanger le modèle et tout ça, il a fallu s'équiper vachement de harnais de sécurité et de faire des tests. Parce qu'à l'époque, les tests chez Criteo, il y en avait. Ouais. Il y en avait. C'était quoi le code coverage à l'époque? Il y en avait. Non mais, voilà. On parlait du mode héroïque, de la dette technique. Ça a été un truc où il a fallu investir beaucoup de temps et d'outillage. L'effort collectif, parce que c'était pas des mecs dans un placard qui s'appelle Q&A qui vont faire des tests pour 17 millions de litres de C#. C'est pas possible. Donc il a fallu donner les choses. Cette dynamique a marché, a fini par se transformer dans une équipe qui s'appelle DevTool, qui existe aujourd'hui, qui fait du Jenkins à l'échelle sur du C#, du Java, du Python, du Scala, bref, sur tout ce que vous pouvez imaginer, sur du mise en prod de bases de données SQL. Et les gens qui croyaient que faire des tests et faire la mise en place d'un outil comme ça, ce serait fait une fois pour toutes, ils se sont trompés. Aujourd'hui, on a 8 personnes qui s'occupent à plein temps de s'occuper de ça. Et je parle que de la partie CI. La partie CD, c'est une autre équipe. Donc, il a vraiment fallu, parce que quand on regarde un Jenkins avec 12 jobs, ça va, mais ça, c'est que la partie C#. Alors, Moab, chez nous, ça veut dire Mother of All Build. Ça veut dire je mets tout au même endroit et je compile comme des fous. Le C#, on est capable de compiler, je ne sais plus, les bouts indépendants prennent jusqu'à 17 minutes pour être compilés. C'est-à-dire quelqu'un commit, et 17 minutes plus tard, il a un feedback qui lui dit, alors que la Terre entière a compilé avec lui, genre, arrête ton char, il y a un truc qui ne se passe pas bien. On a la même chose en Java. C'est plus rouge Java, non? Ouais, alors non, c'est juste quand j'ai fait des screenshots, parce que j'aurais pu sortir des boards. C'est pas de chance. C'est pas de chance, c'est ça. Et pour le coup, il y a eu une migration partielle à Gradle qui s'est opérée il n'y a pas longtemps, et on est passé de 4h30 de compilation à 1h20
pour je ne sais plus combien de lignes de Java, mais enfin, vous voyez la liste des projets, il y a 4 écrans comme ça. Donc voilà, il faut s'outiller pour passer la complexité là-dessus. Alors tout ça, c'est bien gentil. Le CTO arrive en disant, convaincre la R&D de faire du dev et faire des outils, c'est facile. Convaincre le reste de la boîte que pendant 2 quarters, il ne va rien se passer, c'est un autre chantier. De leur point de vue. Oui, de leur point de vue, c'est ça. Et c'était important parce que la situation de blocage, c'est début 2013. Dan, il arrive Q2, un truc comme ça. Et vous savez quoi? On rentrait en bourse en Q3. Donc le message du on va rien faire, enfin, on va arrêter les features et ça va être bien pour l'entreprise, c'est nécessaire. Ouais, il a bataillé, non, il a dû expliquer et donner des gages de confiance en disant non, c'est vraiment ça qu'il faut faire parce que sinon, on ne franchira pas l'échelle. À l'époque, on était 110 à la R&D. Aujourd'hui, on est 600. Si on n'avait pas fait ça, si on ne s'était pas outillé, si on n'avait pas pris le temps d'industrialiser, alors il ne fallait pas le faire trop tôt non plus, parce que le mode héroïque qui a prouvé sa valeur et qui a permis d'arriver à une boîte qui peut envisager de mettre en bourse, on ne le fait pas si on fait ça tout le temps. Donc à un moment, il faut sentir les choses. Il faut se dire, alors nous, c'est un peu tard, se retrouver bloqué, c'est pas agréable, mais il faut pas, c'est pas un absolu, quoi. Il ne faut pas forcément découper en microservices et mettre tout ça en place pour réussir. Il faut le faire quand c'est nécessaire, quoi. Donc on va prendre le temps de revenir sur le load balancing. Oui. Donc sans transition. C'était toi le slide de transition. Oh, merde. On ne va pas faire de transition là. Donc sans transition, Pierre va vous parler un petit peu de ce qui a été fait côté dev pour le load balancing. Alors, il y a quand même un avantage à avoir des gros monolithes, c'est que c'est vachement simple. Quand vous avez 500 serveurs et il y a la même chose qui tourne dessus, c'est quand même assez agréable. C'est pratique. Surtout au niveau du load balancing. Donc, avant, il y avait Internet d'un côté, un F5 qui est un load balancer hardware, et puis qui fait du round robin sur un pool de serveurs. C'est super, ça marche bien, c'est facile. On va passer à un moment où ce pool de serveurs, il a besoin de parler à un autre pool de serveurs. Donc, la première approche, on se dit, on va faire la même chose, c'est-à-dire que le pool de serveurs client va parler au pool de serveurs du service à travers une infrastructure réseau au milieu. Alors, on ne prend pas un F5 parce que ça coûte un petit peu cher, un F5. Un peu trop cher. Alors, on va prendre un HAProxy parce que c'est... je sais faire ça. HAProxy ? Ah ouais. C'est génial, c'est open source, ça marche super bien. Sauf que à l'époque, nos data centers, ils sont en gigabits. Maintenant, ils sont en 10 gigabits, mais à l'époque, on est en gigabits. Et au moment où on veut sortir le composant qu'on a vu tout à l'heure dans RTB, qui s'appelle arbitrage, parce que c'est là qu'on a décidé de découper en premier, on s'aperçoit que des HAProxy, il va nous en falloir 45 par DC. Juste pour la bande passante. On se dit, finalement, il sert à quoi ce HAProxy ? Dans la mesure où on contrôle les serveurs clients et les serveurs du service, on les contrôle tous les deux, ce qui ne pourrait pas se parler directement. Ouais. À quoi ça sert le HAProxy finalement ? Ça ne sert à rien. Parce que nous, on est des ingénieurs, on va faire du code et ça va marcher beaucoup mieux. Ça ne sert pas à cet endroit-là. Ça ne sert pas comme il faudrait. Donc, on va faire en sorte que tous les serveurs parlent à tous les serveurs. Et puis là, on réfléchit. Alors, il n'y en a pas 3 dans les deux côtés. Il y en a 300 à gauche et 250 à droite. On fait le produit cartésien, on se dit ça va faire beaucoup de connexions de réseau ouvertes. On va essayer d'être plus intelligent que ça et on va faire quelque chose. On va essayer de faire en sorte que chaque serveur du pool de clients ne se connecte pas à tous les serveurs du pool du service. Première approche, random, parce qu'on est tellement content d'avoir tellement de trafic, on se dit random, ça va s'équilibrer, ça va être vraiment génial. L'idée, c'est que chaque serveur du pool de clients choisit n nœuds. On va dire que n égale 10 par exemple. Il choisit 10 serveurs au pif dans le pool du service. Et puis, donc, chacun des serveurs du pool de clients choisit 10 serveurs au pif. Et puis, il fait de round robin sur ces 10 serveurs et en avant. Voilà ce que ça donne. Alors, ces courbes, c'est le trafic en entrant sur chacun des serveurs du service. Elle est bien, non ? Non. J'aime bien. Non, moi pas. J'aime bien les couleurs. Ok. En fait, le problème, il est vite apparent. Il y a des serveurs qui prennent beaucoup plus de trafic que d'autres. On est obligé de surcharger notre pool pour que tous les serveurs ne soient pas trop chargés. Donc, on a beaucoup de serveurs qui sont sous-chargés. Entre le serveur qui prend le moins de trafic et le serveur qui prend le plus de trafic, il y a pas loin d'avoir 100% de différence. Donc, on est vraiment très loin de la marque. Mais c'est pas grave. Random, c'est pourri finalement.
On aime bien les trucs un petit peu plus rangés. On change un tout petit peu de stratégie. Tous les clients connaissent leur position dans leur pool. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que chaque client va choisir N serveurs contigus dans le pool du service. Et le client suivant, le deuxième, il va choisir les N serveurs qui suivent. On se dit comme ça, on est sûr que c'est bien balancé. Alors, sauf que ça marche bien quand tous les serveurs sont up. Quand il y a un serveur qui est down, ben, on va se rabattre sur celui d'après. Celui d'après, on va voir, il prend cher parce qu'il prend le double du trafic en fait. Alors ça, c'est les vraies courbes de la mise en prod. Donc à gauche, on avait le trafic là avec le machin random dont on a dit que ça marchait pas. Et à droite, on a les courbes avec cette nouvelle technique. C'est quand même vachement mieux. Hein. On respire un peu, surtout Hosting qui respire un peu. On peut leur rendre quelques serveurs. C'est clair. Mais on n'est pas encore là où on voulait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une ligne. On voudrait que chaque serveur reçoive exactement le même trafic. Donc finalement, on se dit, on est sûr que ça ne va pas tenir full mesh. Full mesh, c'est chaque serveur du client se connecte à chaque serveur à tous les serveurs du service. Donc on fait vraiment le 200 x 350 serveurs de connexion ouverte. On se dit, bon, on va le tester de toute façon. Hein, c'est le meilleur moyen de savoir si ça tient. Hein. Ça tient. C'est génial. On fait un vrai round robin. Alors là, j'ai pas les courbes, mais en fait, la courbe, c'est une ligne, hein, parce que tous les serveurs reçoivent strictement exactement le même trafic. Il y a un vrai round robin entre tous les serveurs. Ça tient, c'est vraiment génial. En fait, l'over-engineering, des fois, ça... Quoi ? Ouais, ça tient, ouais. Alors, on l'a mis en prod, ça a tenu. Hein. Ouais, pas très, d'accord ou pas très, très, très longtemps, quand même. Moi, non, mais c'est génial, les devs, parce que ça croit qu'avec du logiciel, on peut tout faire, et puis qu'on peut mettre en prod des trucs, et puis ça tient, et on le met en prod sans prévenir, et tout ça. Ouais. Quand le pool de serveurs, il a franchi... Enfin, l'ensemble des serveurs qui devaient se parler a franchi 1024. Un nombre, ça résonne encore difficilement dans mes oreilles. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que les routeurs sont tombés. C'est la faute des routeurs. La faute au network. Ouais, voilà. Non, ce n'est pas la faute des networks. C'est pas que la faute du network. C'est la faute à Windows. Ah. Il y a un truc qui s'appelle un cache ARP dans les OS. Et le cache ARP, par défaut, dans Windows, mais comme dans Linux, il est à 1024 entrées. Donc quand vous avez 1024 serveurs, ils ont du cache, ils arrivent à se parler dans la couche Mac. L'ARP, ça sert à faire des liaisons IP Mac. Et puis quand vous en avez 1025, bah, chaque fois que quelqu'un essaye de tomber sur le suivant, il appelle tous ses copains, il fait un broadcast. Hey, qui c'est qui a l'IP 1, 2, 3, 4 ? Oh, bah, c'est John. Éviction de cache. Hey, qui c'est qui a l'IP 1, 2, 3, 4, 5 ? Et ça tourne, et bam. Et les routeurs, ils disent au bout d'un moment, ils disent bah, overflow, machin. La petite truc rigolo, c'est que, bah, on a déjà dit, hein, c'est des serveurs Windows. Hein. Ouais, 6 mois avant, on avait eu la même dans le cluster Hadoop. Donc sur Linux, on avait fixé côté Linux, mais on n'avait pas patché côté Windows. Donc là, pour le coup, c'est nous les boulets. Une fois que c'est patché, effectivement, ça marche, il va bien. Oh non, là, pour le coup, vraiment pas. Là, c'est vraiment la nôtre. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a retenu de toute cette aventure ? C'est il faut de l'outillage et il faut prendre le temps de le faire. Il faut évangéliser les bonnes pratiques. Il faut laisser les équipes prendre en main ces sujets-là. Il faut leur donner du temps. Leur donner des bons outils. Voilà. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Oui, on a des questions. Oui. On a 1 minute 40, c'est parti. Alors, la première question, c'est test. Alors, il faut scroller. Non, chaud. New top questions. Show. Web service. La bonne taille, on sait que ça compte des recommandations. On l'a dit. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de commencer ? On avait déjà répondu. Rétrospectivement, sur les 8 premières années, est-ce que vous auriez pu partir sur une autre solution, pas microservice, et ne pas être dans un mur en 2013 ? Si oui, laquelle ? C'est une très bonne question. Très bonne question, qui n'a pas vraiment de réponse simple. Il y Non. a trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. C'est ce que je disais dans l'équilibre. C'est Pour être... si vous commencez tout de suite à prendre des méthodologies pour gérer trop, et vous y passez trop de temps pour gérer une complexité que vous n'avez pas aujourd'hui, vous n'allez pas à être efficace. Découper trop alors qu'on n'en a pas besoin au début, c'est discutable. Quoi. Ouais, et pour être très franc, on n'était pas dans un mur en 2013. On a failli être dans un mur en 2013, mais on s'en est sorti. Donc, c'était pas vraiment un mur. Et dernière question, sur le côté humain, vous avez perdu combien de développeurs dans cette transfo ? La gestion du changement s'est faite sans perte et sans fracas.
Criteo sur la période, la R&D de Criteo sur la période avait un taux de turnover, de gens qui bougent naturellement, le plus faible de toute l'entreprise, et on était 2 fois inférieur aux mêmes statistiques de sociétés comparables. Donc la réponse est, ça s'est plutôt bien passé en fait. Ouais. C'était intéressant à faire et il y avait une vraie bonne dynamique à s'occuper de ces problèmes-là et à mettre en place des choses qui étaient mieux que ce qui avait été fait par le passé, quoi. Pour appel entre services, bus de message ou appel direct? On n'a plus le temps, on peut en discuter On n'a plus le après temps. si vous Ah, voulez. c'est fini. Merci Les tout deux, le monde. en fait, ça dépend.